des examens complémentaires en neurologie. Quels sont les examens qu'on utilise, les examens complémentaires qu'on utilise beaucoup en neurologie, qui sont spéciaux à la neurologie. Bien sûr, en neurologie, on fait aussi beaucoup d'examens qu'on fait dans les autres spécialités, d'accord? Mais il y a des examens qui sont vraiment spécifiques à la neurologie. Donc, avec la souris, alors, en neurologie, on a 3 types d'examens. Vous avez les examens qui explorent le parenchyme, le tissu du cerveau, de la moelle, etc., des nerfs, etc. Donc, les examens qui explorent le parenchyme, le tissu, comme par exemple le scanner, l'IRM, l'électroencéphalographie. Vous avez les explorations qui explorent les vaisseaux sanguins, donc les vaisseaux qui irriguent le système nerveux, l'angiographie, le Doppler, et vous avez les explorations qui irriguent tout ce qui est périphérique. Tout ce qui est périphérique, c'est-à-dire les nerfs périphériques, les muscles aussi, d'accord? Donc tout ce qui est périphérique, les nerfs, alors l'électromyogramme, les potentiels évoqués et la biopsie musculaire. Alors, on commence par les examens qui explorent le tissu, le parenchyme cérébral, la moelle, etc. Donc, on commence par le scanner. Le scanner, il permet de réaliser donc des coupes fines au niveau du parenchyme cérébral, médulaire, etc. C'est des coupes fines qui vont donc nous permettre de voir la lésion, donc, c'est-à-dire avec une grande sensibilité. Donc, quelles sont les indications? Ce sont surtout les tumeurs, les accidents vasculaires, les traumatismes crâniens, les contre-indications femme enceinte, mais bon, ce n'est pas vraiment une contre-indication absolue. Quand c'est nécessaire de faire un scanner chez la femme enceinte, on le fait. Sachez que les rayons du scanner ou de l'IRM sont moins nocifs que les rayons d'une simple radiologie, de radiographie, d'accord? Donc le scanner n'est pas tellement nocif. Si on peut l'éviter, on l'évite, mais si c'est indispensable, il faut le faire. D'accord? Donc, alors, la contre-indication majeure, c'est l'allergie, les allergies aux produits de contraste. Alors, le produit de contraste qu'on utilise, c'est un produit iodé qu'on utilise pour faire le scanner. C'est un produit iodé. Il y a des gens qui font une allergie à l'iode et ça peut donner des complications très graves. D'accord? Donc là, les gens qui font une allergie à l'iode, c'est une contre-indication majeure. Il ne faut pas le faire, d'accord? Donc, ça peut donner donc une insuffisance rénale très importante. Donc là, alors comment se passe l'examen? Donc c'est un examen, bien sûr, qui est indolore. Il fait peur, parce que vous faites entrer le malade dans un tunnel, surtout pour les claustrophobes, c'est pas évident, mais ça reste quand même un examen qui n'est pas indolore du tout. Le malade, donc, va être allongé, la tête, elle va être maintenue par un bandeau, et on le fait entrer dans le scanner, et l'examen, donc, c'est des coupes, on va faire des coupes, et donc, le radiologue, il va voir sur l'écran, il va voir les différentes coupes, donc, et les interpréter. S'il faut faire une injection de produit de contraste, bon, il faut la faire, comme je vous ai dit, il faut vraiment s'assurer que le malade ne fait pas une intolérance à l'iode, une allergie à l'iode. Bon, des fois, le malade est, comme je vous ai dit, claustrophobe. Il a une phobie de l'enfermement. Donc, dès qu'on le fait entrer, il commence à crier, etc. Il y a des malades agités aussi, il y a des enfants qui bougent, etc. Parce que pour faire le scanner, il faut que le malade soit complètement immobile. Donc là, on peut les endormir avec c'est-à-dire un produit ou bien carrément faire une anesthésie. Alors voilà le scanner, l'appareil. Voilà le tunnel qui fait peur en fait, c'est ça. Voilà, on essaye d'immobiliser le malade pour qu'il ne bouge pas, parce que le moindre mouvement, ça nous donne des artefacts. On ne peut pas interpréter des images.
Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir donc comme résultat? Alors, là, c'est un scanner normal. Ce sont des coupes allant de la coupe, si vous voulez, la plus basse jusqu'à la coupe la plus haute ici. Donc, on fait des coupes coronales, des coupes transversales comme ça, et on voit, donc on interprète par exemple ici, c'est les lobes temporaux, ici c'est une coupe au niveau du tronc cérébral, les globes oculaires, le nerf optique, les sinus, d'accord? Même chose ici, voilà une coupe au niveau passant par le tronc cérébral, surtout la protubérance, les nerfs optiques ici, les globes oculaires, les lobes cérébraux. Ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Les ventricules latéraux, qui contiennent donc du liquide céphalorachidien. Alors, le parenchyme, il apparaît en gris, cette coloration grise. L'os apparaît en blanc. À l'intérieur, le liquide céphalorachidien apparaît en noir. D'accord? Et ici, on monte, voilà les ventricules, jusqu'en haut, complètement en haut. Ça, c'est des coupes normales, il n'y a rien. Alors, ici, je vous donne quelques exemples de lésions cérébrales. Alors, ici, par exemple, c'est une tumeur cérébrale bénigne, le méningiome. Le méningiome, c'est une tumeur bénigne qui se développe aux dépens des méninges. Donc, ça ne touche pas en fait le cerveau, ça se développe aux dépens des méninges, des enveloppes du cerveau, mais bien sûr, ça peut comprimer le cerveau et donner des troubles neurologiques par compression. D'accord? Donc, le méningiome, quelles sont ses caractéristiques? C'est que, d'abord, il est généralement très proche de la périphérie, parce que c'est les méninges, c'est l'enveloppe du cerveau. Ensuite, il est régulier. Regardez les limites. Elles sont régulières. D'accord? Régulières. Et en plus, quand on injecte le produit de contraste, il prend le produit de contraste de façon homogène. C'est-à-dire c'est blanc-blanc. Quand il prend le produit de contraste, ça devient blanc, ce qu'on appelle une opacité. Quand c'est blanc, on dit opacité. Quand c'est noir, on dit clarté. D'accord? Donc là, quand on injecte, regardez, ça devient tout blanc à l'intérieur. Il n'y a pas de taches noires, etc. C'est pas irrégulier. Ça prend le produit de contraste de façon homogène. Donc, il est proche donc, des méninges. Il est bien rendu, bien limité. Les limites sont bien dessinées et il prend le contraste de façon homogène. Ça, c'est typique d'un méningiome, d'une tumeur donc bénigne des méninges. Par contre, regardez ici. Ici, on a une tumeur maligne, le glioblastome. Alors, le glioblastome, regardez, c'est déjà quand vous voyez comme ça, l'impression que c'est un peu flou, inhomogène, mal limité, etc. Les tumeurs malignes sont comme ça. Elles sont mal limitées, les contours sont irréguliers, et quand on injecte le produit de contraste, où est-ce qu'elle est cette souris? Quand on injecte le produit de contraste, voilà, on voit la tumeur qui est là. Regardez à l'intérieur, ça prend le contraste de façon inhomogène. Il y a de la clarté, regardez, il y a du noir, il y a du blanc. C'est vraiment, c'est mal limité, c'est pas comme ici, regardez le contour, il est bien limité. Donc quand vous avez comme ça, des tumeurs comme ça, c'est généralement une tumeur maligne, d'accord? En plus, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un œdème très important. Regardez tout ce qui est noir autour de la tumeur. La tumeur, elle est là, voilà. Et autour de la tumeur, surtout ici, regardez, cette clarté, c'est l'œdème, de l'eau, l'œdème. Les tumeurs malignes sont très œdémateuses, c'est-à-dire, elles sont là. Déjà, elles sont à contour irrégulier, prenant le contraste de façon inhomogène, etc. Mais en plus, elles sont très œdémateuses. Il y a de l'œdème qui se développe autour de ces tumeurs. Et cet œdème,
Il a sa gravité. C'est quoi sa gravité? C'est que ça accentue encore l'hypertension intracrânienne. D'accord? Vous savez que le crâne, il est inextensible. Donc, dès qu'il y a quelque chose à l'intérieur, comme il est inextensible, il y a la pression qui va augmenter. Dès qu'il y a un processus expansif, de toute façon, qu'il soit bénin ou malin, il y a comme le crâne, l'os, il est inextensible, il y a la pression qui augmente. Et donc, on va avoir une hypertension intracrânienne. Et l'hypertension intracrânienne, quand elle est importante, elle peut bien sûr donner quelque chose, c'est quoi? L'engagement cérébral. C'est quoi l'engagement? C'est-à-dire le cerveau, dès qu'il trouve un trou, il s'engage. Et donc, il va être comprimé et le malade, il va décéder. Généralement, quel est le trou le plus important qui est responsable d'engagement? Le tronc occipital, exactement, le tronc occipital. Donc, qu'est-ce qu'il y a, si vous voulez, juste au-dessus du tronc occipital? Le tronc cérébral. C'est le premier qui va. Donc, quand il y a une hyperpression, une hypertension intracrânienne, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte, il y a une hypertension. Donc, le tronc cérébral s'engage dans le tronc occipital, il est pris, il est comprimé par le tronc occipital, et donc la personne décède. Pourquoi? Parce que vous savez que le tronc cérébral est responsable des fonctions automatiques, neurovégétatives, vitales, la respiration, les battements cardiaques, etc. Et donc, dès qu'il est engagé, il est comprimé, le malade, généralement, il décède. D'accord? Donc là, les tumeurs malignes, elles sont très... Déjà, il y a la tumeur, en plus, il y a l'œdème. C'est ce qui va encore augmenter la pression intracrânienne et donc le risque d'engagement et donc de décès. D'accord? Donc, vous voyez un peu la différence entre tumeur bénigne, méningiome, et tumeur maligne. Même si on injecte ici, c'est avant injection, ici, c'est après injection, le produit est pris de façon très inhomogène. Ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est une hypodensité, une clarté, si vous voulez. Tout ce qui est noir, par rapport au parenchyme. Le parenchyme, il est gris. Tout ce qui est noir, c'est une hypodensité, ou bien clarté. Tout ce qui est blanc, c'est une hyperdensité ou une opacité. D'accord? Alors, les accidents vasculaires. On a deux types d'accidents vasculaires. Vous avez l'accident vasculaire ischémique et l'hémorragie. L'ischémique, c'est quand un vaisseau se bouche, il se bouge, par embolie ou bien thrombose, etc. Donc le sang n'arrive pas en quantité suffisante au niveau de certaines régions du cerveau, et donc on va avoir un AVC ischémique. On dit infarctus cérébral, un infarctus cérébral, ou bien un AVC ischémique, une ischémie cérébrale. D'accord? Quand le vaisseau éclate, par exemple une hypertension artérielle, un pic d'hypertension, ça va donner un éclatement du vaisseau. Donc là, on va avoir un AVC hémorragique. Et l'AVC ischémique, il apparaît en hypodense. Il est hypodense, c'est une hypodensité, regardez ici, par rapport au parenchyme. L'AVC hémorragique, regardez, c'est une hyperdensité spontanée. Quand on dit spontanée en matière de scanner, ça veut dire que dès le début, c'est spontané, sans injection de produit de contraste. Il y a certaines lésions où il faut le produit de contraste pour que ça apparaisse. Par exemple, le méningiome. Le méningiome, ici, je vous ai montré, après injection de produit de contraste. Généralement, il n'est pas très très blanc. Quand on injecte le produit de contraste, il prend le contraste comme ça. Tandis que l'hémorragie, elle est spontanément, c'est-à-dire sans injection de produit de contraste, elle est très blanche. D'accord? Elle est opaque. Voilà. Ça, c'est sans injection de produit de contraste. D'accord? Voilà. Maintenant, on a aussi d'autres hémorragies. Vous avez l'hémorragie aussi qui est secondaire au traumatisme, un traumatisme crânien. Alors, les traumas crâniens, ça nous donne deux types d'hémorragie. Alors, hémorragie, on dit hémorragie, on dit hématome, hématome. Alors, l'hématome sous-dural ou l'hématome extradural. Sous-dural ou extradural. Donc,
L'hématome sous-dural, il est là, regardez, c'est concavité, comme ça, comme une lune, comme la demi-lune, d'accord? Là, quand vous avez ça, alors sachez que c'est un hématome sous-dural, sachez que le malade a fait un trauma crânien, et là, il faut l'intervention en urgence, parce que le malade, il peut engager, d'accord? Donc là, c'est l'hématome sous-dural. L'hématome extradural, voilà l'hématome donc sous-dural. Regardez ce qu'il a fait notre hématome sous-dural. Pourquoi il faut l'intervention en urgence? Déjà là, qu'est-ce qu'on voit? Regardez, là on voit le ventricule, là on ne le voit pas. Et là, regardez la ligne médiane, elle vient là, elle est déviée de l'autre côté. Quand vous avez un effacement des ventricules avec déviation de la ligne médiane, sachez qu'il y a une hyperpression très importante. Une HIC importante, risque d'engagement. C'est pour ça qu'il faut opérer le malade très vite. Le malade, il peut faire un engagement et décéder. D'accord? Donc, là, en cas de traumatisme, on peut avoir cet hématome extradural, on peut avoir un hématome sous-dural, comme une lentille biconvexe, comme ça. Ça, c'est typique d'un hématome extradural. Dans les deux, sous-dural, extradural. Dans les deux cas, il faut opérer le malade, parce qu'il y a risque d'engagement, risque de décès. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit aussi? Regardez sur cette série d'images, si vous voulez. Là, on voit des petites images ici. Bah, si vous voyez bien, c'est-à-dire là, c'est un peu flou, mais si vous prenez vraiment le scanner devant vous, vous pouvez voir cette image ici. Ce petit rond-là, on le voit ici, encore ici, ici. Voilà. Vous le voyez de façon plus nette ici, d'accord? Alors, après injection, on a suspecté quelque chose. Ce sont plusieurs images sur des mêmes coupes. Sur une seule coupe, on a plusieurs images. Après injection, on voit ici, regardez, ces images-là qui ont pris le contraste, regardez. Ah là là, cette souris. Regardez, cette image-là, elle est là. Et là, quand on a injecté le produit de contraste, on la voit très bien. Là, elle a pris le contraste en périphérie. Ici aussi, ces trois images, elles ont pris le contraste, regardez. Ça, chez le même patient, hein, c'est des coupes. Ici aussi, cette image, elle a pris le contraste. Et donc, ça nous montre les images. Quand on injecte le produit de contraste, on suspecte quelque chose, on injecte le produit de contraste, ça montre cette lésion avec exactitude. Et donc là, plusieurs images comme ça nous oriente vers quoi? Des métastases. D'accord? Quand on a plusieurs images comme ça, c'est soit un problème infectieux, c'est-à-dire une infection quelque part dans l'organisme et le microbe est passé dans le cerveau, donc il va nous faire par exemple des abcès, plusieurs abcès au niveau du cerveau, soit c'est des métastases. Là vraiment, cette image-là de hypodensité entourée d'une hyperdensité, ça signe vraiment les métastases. Donc voilà, c'était pour vous montrer le scanner normal et quelques exemples de scanners pathologiques. Maintenant, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Bien sûr, l'IRM, c'est un examen qui est plus performant, qui peut montrer certaines choses que ne montre pas le scanner. D'accord? Par exemple, au niveau cérébral, bon, si vous suspectez un AVC, si vous suspectez une tumeur, vous pouvez demander un scanner, tout simplement. Mais si vous suspectez une maladie inflammatoire du cerveau, infectieuse, surtout inflammatoire, ou bien des malformations vasculaires, elles apparaîtront mieux en IRM. Donc, demandez directement l'IRM. D'accord?
Donc, l'IRM, donc, ça va montrer des choses encore plus, avec plus de détails. Bon, les contre-indications majeures de l'IRM, c'est quoi? C'est le port d'objets métalliques. C'est-à-dire les gens qui ont, par exemple, une prothèse métallique, ou bien un métal dentaire, hein, ce qu'on appelle truc là, au niveau dentaire, ou bien, il ne faut pas porter bien sûr de bijoux, etc. en métal. Tout ce qui est métallique, il va être attiré par les rayons de l'IRM. Donc, contre-indication absolue. Toute personne portant un objet métallique, c'est une contre-indication donc absolue. Même chose, donc, on fait l'entraînement, toujours le risque donc de complications du produit de contraste. Il faut s'assurer que le malade n'a pas d'allergie au produit de contraste. Donc, pas d'objet métallique, pas d'allergie au produit de contraste. Bon, regardez ce qui est bien avec l'IRM. Avec le scanner, on n'a qu'un seul type de coupe, d'accord, transversale. Parfois, on fait des coupes coronales, mais c'est limité à certaines lésions. Mais avec l'IRM, et en plus, pour faire le scanner, si vous voulez faire un scanner, par exemple, de la moelle, on ne peut pas vous faire un scanner en une seule fois. Le scanner, il faut faire un scanner cervical, un scanner la moelle dorsale, un scanner lombaire, parce qu'on ne peut pas faire 36 000 coupes, c'est impossible. Donc, quand vous demandez un scanner, par exemple, la moelle, le radiologue, il vous dit quelle partie de la moelle. Tandis qu'avec l'IRM, en une seule coupe, la coupe sagittale, vous pouvez tout voir au niveau de la moelle, du cerveau, tout ce que vous voulez. Donc, c'est plus pratique, d'accord? Donc là, regardez toutes les coupes qu'on peut voir. On peut voir ces coupes coronales comme ça. On peut faire les coupes axiales, bon, comme le scanner, et on peut faire surtout les coupes sagittales. Et ça, la coupe sagittale, en une seule coupe, vous pouvez tout voir. D'accord? Donc vous pouvez voir, par exemple pour la moelle, et le cervical, et le dorsal, et le lombaire, en une seule coupe. Donc voilà, quand on coupe en coronal, voilà le type d'image qu'on a. Quand on coupe en axial, voilà. Et quand on coupe en sagittal, voilà ce qu'on peut avoir comme image. Alors, bien sûr, l'IRM, elle va nous montrer aussi les AVC, les tumeurs, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les métastases, tout ce qu'on a vu. Mais en plus, elle va nous montrer les malformations vasculaires en détail par rapport au scanner et surtout les maladies inflammatoires du cerveau en détail. Donc là, voilà par exemple une malformation vasculaire. Regardez. C'est quoi une malformation vasculaire? C'est un vaisseau qui est mal formé, tout simplement. C'est-à-dire, le vaisseau, au lieu d'être par exemple tout droit comme ça, il va être déformé avec un petit sac, comme ça. Alors, si la malformation se situe au niveau de l'artère, on dit c'est un anévrisme. Si c'est à la jonction artère-veine, on dit angiome. Donc on peut avoir des anévrismes ou bien des angiomes. D'accord? Alors, sur l'IRM, voilà par exemple une malformation vasculaire. Ce gros sac-là, c'est une malformation. D'accord? En plus, les maladies inflammatoires qu'on ne voit pas sur le scanner. Donc, si vous avez une maladie inflammatoire, vous demandez un scanner, si le normal, vous allez passer à côté, d'accord, du diagnostic. Donc, voilà les maladies inflammatoires. Ça va nous montrer. Alors, l'IRM, vous avez des coupes, ce qu'on appelle, on fait au début des coupes T1 et on fait des coupes T2. Et avec injection de produits de contraste. Alors, au début, on fait des coupes T1. Regardez ce qu'on observe. Regardez ces petits ronds-là. Ces petits ronds noirs. Hein? On parle de trous noirs. Là, ça c'est déjà ici en faveur d'une inflammation cérébrale. D'accord? Et quand on injecte le produit, regardez ici,
ça prend le contraste autour de, en T1 toujours, hein, on injecte le produit de contraste, et ça prend le contraste, regardez, autour de l'image. Voilà. Ici, c'est en T2, regardez ces images, toutes ces inflammations, ça on ne les voit pas sur le scanner. D'accord? C'est très grave parce qu'on peut passer à côté d'une maladie chronique qui peut dégénérer si on ne diagnostique pas ça au début. Donc regardez toutes ces taches blanches. Parfois les taches blanches sont tellement importantes qu'elles vont confluer. Regardez, ça forme de grandes taches comme ça. Et là, on est devant une maladie qui est très fréquente, chronique, handicapante, la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire, très fréquente en neurologie, d'accord, et qui est diagnostiquée uniquement par l'IRM. D'accord? Bien sûr, après on fera le ponction lombaire, etc. Mais au début, c'est l'IRM. Le scanner ne montre pas la sclérose en plaques, qui est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Elle est fréquente et elle risque d'être handicapante. Ça donne des handicaps très très importants si on ne traite pas le malade au début. D'accord? Donc voilà, ça c'est une sclérose en plaques avec toutes ces... Alors, ces petites images blanches, c'est ça les plaques. On dit sclérose en plaques. C'est ça les plaques. Elles sont dues à quoi ça? La sclérose en plaques, c'est quoi? C'est une démyélinisation des nerfs. Vous savez que les nerfs, il y a l'axone et autour, il y a la myéline, hein, qui permet de protéger et de nourrir l'axone. Quand il y a une sclérose en plaques, dans une sclérose en plaques, il y a une inflammation de la myéline qui fait qu'elle va disparaître. Et donc, quand elle disparaît, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que pour que l'influx nerveux, passe dans un neurone, quand il passe dans un neurone qui n'est pas myélinisé, il passe doucement. Mais quand il passe dans un neurone myélinisé, hein, il va sauter d'un nœud de Ranvier à l'autre et donc il va aller plus vite. Donc si vous avez un neurone il était myélinisé et maintenant il a subi une inflammation, donc une démyélinisation, par exemple, si c'est le neurone qui fait bouger ce membre, eh bien je vais avoir un déficit de ce membre. Si c'est le neurone du nerf optique, eh bien je vais faire une baisse de l'acuité visuelle. D'accord? Donc voilà, c'est une maladie et alors elle vient par poussée, c'est-à-dire si au cours de la première poussée, je fais une démyélinisation du nerf optique, je ne vais pas voir pendant quelque temps jusqu'à ce qu'il y ait remyélinisation, etc. Quelques mois ou bien années, ou bien ça dépend. Après, je vais faire une démyélinisation d'une autre région du corps, par exemple du cervelet, des neurones du cervelet. À ce moment-là, je vais perdre l'équilibre. Une autre fois, c'est une démyélinisation des neurones de cette main, je vais perdre l'usage de cette main, etc. Et donc, d'où l'intérêt de poser, on dit c'est une évolution par poussée-rémission, poussée-rémission. Au cours de la poussée, on a des signes, après une rémission, poussée-rémission, etc. Si le diagnostic n'est pas posé à temps, le malade, à la longue, il va carrément garder le fauteuil, il va être handicapé. D'où l'intérêt devant un signe comme ça, par exemple la maladie qui perd l'acuité visuelle, et l'ophtalmologue il vous dit, moi l'œil il est bon, il n'y a pas de problème au niveau de l'œil, donc il faut penser à ça et demander une IRM, c'est pas la peine de demander un scanner. D'accord? Quelqu'un qui a fait tout d'un coup une baisse de son bras, ça peut être un AVC, une tumeur, etc. Mais au lieu de demander, parce qu'il y a des médecins par exemple, ils vous demandent le scanner, il n'y a rien, ils sont obligés d'aller à l'IRM. Des fois, ça coûte cher pour le malade. Donc, vous suspectez une maladie inflammatoire, carrément, vous demandez une IRM. Si c'est une tumeur, ça va apparaître. Si c'est un AVC, ça va apparaître. Si c'est une maladie inflammatoire, ça va apparaître. Et elle n'apparaîtra pas sur le scanner. D'accord? Donc, voilà pour ce qui est de l'IRM cérébrale. Donc, ça nous permet de montrer les malformations vasculaires. Alors là, les malformations vasculaires, c'est très important de les diagnostiquer à temps. Parce que c'est une bombe à l'intérieur du crâne qui peut éclater à n'importe quel moment, donner une hémorragie. Le malade il peut décéder.
Donc là, les malformations vasculaires aussi, elles doivent être détectées à temps et traitées, bien sûr, chirurgicalement pour éviter des hémorragies très importantes. Voilà donc pour ce qui est de l'IRM cérébral. Maintenant, l'électroencéphalogramme, l'EEG. Alors l'EEG, on ne le demande pas à tout bout de champ. Il y a des médecins, le malade il a mal à la tête, EEG. Non, l'EEG, il a une indication majeure qui est l'épilepsie. Son indication majeure, c'est l'épilepsie. On peut le demander aussi en cas d'encéphalite, les infections cérébrales. On peut le demander aussi, d'accord? Mais l'indication majeure, c'est l'épilepsie. Bien sûr, l'EEG, il est important. Pourquoi aussi? Une chose importante, c'est de confirmer le décès. Le décès du malade, ce n'est pas le CG qui le confirme. Non, ce n'est pas le CG plat. Le CG plat, il peut reprendre. On a des malades qui sont décédés avec un ECG plat, on les a envoyés à la morgue et ils se sont réveillés au niveau de la morgue. D'accord? Donc, c'est pas le. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, on garde les malades avant, dès que le malade est décédé, on l'envoie à la morgue. Maintenant, non, on le garde au service plus de 2 heures de temps, parce que le malade, il peut se réveiller. S'il y a parce que le cœur, il peut reprendre. Tandis que le cerveau, non. Quand il est plat, c'est terminé. Alors, bon, on ne va pas faire un EEG à tous nos morts. Bon. Mais c'est l'EEG qui pose le diagnostic de mort. Dès que l'EEG est plat, c'est bon. Alors, on est sûr que la personne est décédée. Bon, alors, comment faire un EEG? L'EEG, vous êtes là devant votre micro, il y a l'appareil, il y a un casque qu'on met sur la tête du malade avec des électrodes qui sont reliées à un appareil qui va enregistrer l'activité cérébrale. Donc l'activité cérébrale, c'est un examen que vous pouvez répéter 36 000 fois par jour, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Il n'y a pas de rayon, ce n'est pas des rayons. Il permet de capter l'activité cérébrale, c'est tout. Donc, on ne lui envoie rien du tout. Vous pouvez refaire tant que vous voulez. D'accord? Donc, il n'est pas douloureux, bien sûr. On met le casque et on va enregistrer l'activité cérébrale. Voilà. Donc, on va enregistrer un tracé qui peut être normal, ou bien on enregistre des perturbations, donc, qu'on va voir sur des images. Attention. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est d'abord on laisse le malade. Il est comme ça, allongé, yeux fermés, il est allongé dans l'obscurité, au repos, et on enregistre le tracé au repos. Après, on lui fait faire des stimulations. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines maladies qui n'apparaissent pas sur un tracé normal. Il faut stimuler le malade pour faire apparaître cette activité cérébrale anormale. Alors, pour l'épilepsie, si vous suspectez une épilepsie, vous faites un EEG, il n'y a pas de décharge, il n'y a rien. Faites-lui des stimulations. La première stimulation, c'est l'hyperpnée. Alors, on dit au malade de faire comme ça, d'accord? Pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend, d'accord? Donc l'hyperpnée, cette hyperpnée, elle va diminuer l'oxygénation cérébrale et donc elle peut, si le malade a une épilepsie, ça va déclencher les décharges. L'épilepsie, c'est quoi? C'est une hyperactivité des neurones. Les neurones qui commencent à s'activer en même temps, vont décharger donc l'électricité et ça va nous donner des décharges comme ça sur l'EEG. Donc, si l'EEG au début est normal, vous lui dites de faire comme ça, une hyperpnée, et ça peut déclencher des décharges. Deuxième type de stimulation, c'est la SLI, la stimulation lumineuse intermittente. C'est quoi ça? Stimulation lumineuse, par de la lumière, intermittente, c'est-à-dire ça va et ça vient, d'accord? Donc on envoie de la lumière comme ça, de façon intermittente.
Et cette lumière, ça risque aussi de déclencher des décharges cérébrales. Donc, l'hyperpnée et la ACLU. Alors, les indications, comme je vous ai dit, surtout l'épilepsie. Si vous avez un malade suspect d'épilepsie, demandez, bien sûr. Parfois, dans certaines situations, on peut demander aussi chez les personnes qui font des troubles du sommeil, par exemple l'apnée de sommeil, un somnambulisme, etc. On peut aussi faire l'EEG pour étudier les troubles du sommeil. Ces malades ont fait des troubles du sommeil. Ou bien les encéphalites, c'est-à-dire les infections du cerveau. On peut aussi demander un EEG. Mais l'indication majeure, mais n'allez pas demander un EEG en cas de simple céphalée, de migraine, etc. Ça va rien vous montrer. Si vous avez des céphalées et vous suspectez quelque chose, il faut suspecter les tumeurs, etc. et demander carrément un scanner. L'EEG ne va pas vous montrer s'il y a une tumeur ou un AVC ou quoi que ce soit d'autre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà l'appareil. Ici, vous avez l'écran sur lequel vous allez voir défiler l'activité cérébrale. Ici, vous avez ce qu'on appelle la tétière. La tétière, d'où se détachent ces électrodes qui sont fixés à ce casque, le casque, avec des électrodes fixées à cette tétière. C'est cette tétière qui va donc recueillir l'activité cérébrale à travers ces électrodes et donc nous, on va voir ça sur l'écran. Voilà une petite fille avec cette tétière et voilà l'examinateur qui voit l'activité cérébrale. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme activité cérébrale sur l'EEG? Alors, voilà l'EEG normal, l'EEG normal. Alors, vous avez la région postérieure du cerveau. Sur la région postérieure du cerveau, on a un tracé, ce qu'on appelle un tracé alpha. Tracé alpha, c'est un tracé où, entre deux traits gras, regardez, quand vous prenez le papier millimétré, papier sur lequel on enregistre, vous allez trouver, regardez ces traits gras, ici, 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 d'accord? C'est une seconde, entre deux traits gras, il y a une seconde, entre deux traits gras. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter le nombre de potentiels d'action. D'accord? Combien on a de nombre de potentiels comme ça entre deux traits gras? Si on a un tracé alpha, voilà, alpha, en postérieur, les régions postérieures du cerveau, on a un tracé alpha. Et les régions antérieures du cerveau, frontale, etc., on a un tracé bêta. Ce sont les deux types de tracés normaux. En antérieur bêta, en postérieur alpha. Alors, l'alpha, si on compte, on va trouver de 8 à 12 cycles par seconde. Entre deux traits gras, si je compte combien il y a de cycles, je dois trouver de 8 à 12. Ça, c'est un tracé alpha normal. Sur les régions antérieures, je dois trouver un tracé bêta. Le tracé bêta, il est là. Je dois trouver plus de 12 à 20, 25, etc. Ça, c'est un tracé bêta normal. La différence, c'est que, regardez, le tracé alpha, il est plus ample que le tracé bêta. Le tracé bêta, il est plus rapide que le tracé alpha. Mais ce sont les deux tracés normaux qu'on doit avoir. Si on a un tracé θ, regardez le tracé θ. Là, on a entre deux traits gras, c'est-à-dire en une seconde, j'ai 4 à 8 cycles seulement, 4 à 8 cycles. Ça, c'est un tracé θ. Alors là, si j'ai un tracé delta, regardez le tracé delta, c'est-à-dire entre deux traits gras en une seconde, je n'ai que parfois un cycle jusqu'à 4 cycles maximum. Ça, ce sont des tracés qui sont pathologiques, surtout pour l'adulte.
On peut les voir de façon normale chez les petits-enfants, les bébés, les petits-enfants, mais ils sont pathologiques chez le sujet, chez l'adulte. D'accord? Les deux premiers tracés sont bons, les deux tracés en bas sont mauvais chez l'adulte. Ça veut dire qu'il y a une pathologie. Voilà ce que je cherche. C'est pas très difficile hein, d'examiner, d'interpréter le chiffre. Mais nous, qu'est-ce qu'on recherche le plus? C'est l'épilepsie. L'indication majeure, c'est l'épilepsie. Alors l'épilepsie, ça nous donne des décharges électriques. Alors là, je vous montre une épilepsie généralisée, c'est-à-dire sur toutes les dérivations. Qu'est-ce que ça veut dire une dérivation? Regardez le G. Qu'est-ce que ça veut dire la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne? On a des indications ici. Hein? Alors, je reviens. Tout ça, c'est une dérivation 2, 3. Chaque dérivation, elle va recueillir l'activité électrique d'une région du cerveau. Par exemple, la première, c'est le lobe frontal droit. La deuxième, lobe frontal gauche. La troisième, lobe pariétal droit, etc. Donc, si j'ai une activité électrique anormale, ça me permet de dire qu'il y a une activité électrique anormale, par exemple des décharges, etc. Et en plus, dans quelle dérivation? C'est-à-dire, je peux dire, j'ai une activité électrique anormale frontale droite. D'accord? Ou bien occipitale gauche. Ça dépend de la dérivation où se situe mon activité électrique anormale. Donc ça, ce sont des dérivations. Chaque dérivation, donc, recueille l'activité électrique d'une partie du cerveau. Regardez ici, j'ai un tracé qui est normal, et puis tout d'un coup, tac, 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 et puis ça s'arrête et ça reprend normal. Ça, c'est des décharges. Les décharges électriques, vous savez que la crise d'épilepsie, c'est quoi une crise? Une crise, c'est quelque chose d'anormal qui commence brutalement, il dure quelque temps et il s'arrête brutalement. C'est ça une crise. Ça peut être une crise d'épilepsie, une crise cardiaque, une crise de n'importe quoi. D'accord? Donc là, j'ai des décharges. Tout d'un coup, malade il est là, et puis tout d'un coup, commence à faire des décharges. Bien sûr, il fait sa crise d'épilepsie, etc. D'accord? Donc voilà les décharges qu'on peut avoir. Voilà un tracé d'épilepsie typique. Ici, je vous montre. Bon, c'est rare quand on a des tracés comme ça, mais bon, c'est en cas d'encéphalite. En cas d'encéphalite, on a plutôt un tracé qui est ralenti. Ralenti, donc, type delta. Le delta, il va de 1 à 4 secondes. Donc, l'activité cérébrale n'est pas bonne, elle est ralentie parce qu'il y a un problème. Il y a un microbe, un virus, etc. au niveau du cerveau, une encéphalite. Donc, le cerveau ne travaille pas, si vous voulez bien, et donc on va voir cette activité ralentie. Regardez ici. Est-ce que vous voyez ce delta? Ici. Regardez, entre deux traits gras, j'ai deux cycles, 1 et 2. Deux cycles amples comme ça fait delta, et ça veut dire, là, en plus c'est généralisé, là on est devant une encéphalite. D'accord? Mais retenez que l'indication majeure, c'est l'épilepsie. Donc ça, c'était les examens qui explorent le parenchyme, le scanner BRN et l'électroencéphalogramme. Maintenant, on va passer rapidement maintenant, l'essentiel on l'a vu, sur les examens qui explorent les vaisseaux qui irriguent le cerveau. Alors, vous avez l'angiographie, l'artériographie. C'est quoi l'angiographie? C'est un examen qui va aller explorer les vaisseaux sanguins vraiment à l'intérieur des vaisseaux. D'accord? Donc c'est un examen qui est bien sûr très important, mieux que le scanner IRM en ce qui concerne les vaisseaux. Il est même mieux que l'IRM parce que vous envoyez un cathéter qui va aller monter à l'intérieur des vaisseaux sanguins, il
il va les montrer en détail. Mais le problème, c'est qu'il y a une... si vous voulez, on risque d'avoir une complication. C'est quoi? Des fois, quand vous envoyez, on est obligé d'envoyer un produit de contraste qui va monter le long de la circulation jusqu'à arriver au niveau du cerveau. Il va opacifier les vaisseaux du cerveau et donc on va voir s'il y a des malformations, etc. On les voit vraiment en détail mieux que l'IRM. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui nous font des spasmes. C'est ça. Maintenant, cette angiographie, on la laisse vraiment pour les cas où le diagnostic est très difficile. Même avec l'IRM, il est très difficile. À ce moment-là, vous demandez l'angiographie. Mais elle est abandonnée. Depuis qu'il y a l'IRM, elle a été un peu abandonnée. Parce que quand on injecte le produit contraste, des fois, il y a une réaction du vaisseau sanguin. Comment il réagit? Il se ferme. Ce qu'on appelle le spasme artériel. D'accord? Il y a une réaction. Ce n'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Donc le spasme, s'il y a un spasme, qu'est-ce qui se passe? Le sang n'arrive pas au niveau cérébral et on va avoir un accident vasculaire ischémique. D'accord? Donc là, c'est pour ça qu'elle a été un peu abandonnée. Si on fait l'IRM, si ça montre, tant mieux. Si ça ne montre pas et que vraiment vous suspectez une malformation cérébrale chez un sujet jeune qui risque d'éclater comme ça, alors il faut demander une angiographie. D'accord? Bien sûr, à proximité de la réanimation, etc., en cas de complications. Voilà, donc, comme c'est un examen qui est un peu douloureux, etc., il faut donner un anxiolytique au malade. Généralement, ils ont peur de ces examens, il faut donner auparavant un anxiolytique au malade. Alors, regardez l'angiographie, ce qu'elle montre. Regardez, c'est mieux que l'IRM. Tout à l'heure, l'IRM, on va pas vraiment en détail. Là, regardez, vous voyez de la carotide interne, qui est le gros vaisseau qui va irriguer pratiquement les 3 quarts du cerveau, hein, avec toutes les branches. On voit vraiment là, c'est comme si on avait fait une autopsie au malade, hein, vous voyez vraiment tout en détail. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir soit ici, on va voir plutôt ici, regardez. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'angiographie normale. Hein. Alors là, regardez ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la malformation vasculaire. Donc, on la voit ici en détail, la malformation vasculaire. Et on a une maladie qu'on appelle la maladie d'Osler. C'est une maladie congénitale où la personne naît avec plusieurs malformations vasculaires. D'accord? Plusieurs malformations vasculaires. Ici, regardez, on est devant une maladie d'Osler. Regardez. Il y en a une ici, il y en a une ici. D'accord? Il y en a même une ici. Donc, l'angiographie, ça nous montre les malformations vasculaires, et ça nous montre aussi si le vaisseau est bouché. Parce qu'il y a des vaisseaux qui commencent à se boucher, jusqu'à la thrombose complète, et on risque d'avoir un accident vasculaire ischémique. Hein? Les patients, par exemple, qui sont diabétiques, qui ne se traitent pas bien, qui sont cardiaques, qui ont de l'athérosclérose, qui ont beaucoup de cholestérol, etc., ils risquent de commencer à boucher leur vaisseau jusqu'à arriver à la thrombose complète et donc l'AVC. Donc là, regardez ici, cette sténose. Donc, le sang, il arrive, à un moment donné, regardez le vaisseau comme il rétrécit. Et après, il reprend ici. Donc, à ce niveau-là, on a une sténose, c'est-à-dire le vaisseau est diminué de calibre. D'accord? On peut avoir même la thrombose complète. Alors là, comment elle va apparaître ici? On va avoir du sang qui arrive, à un moment donné, il s'arrête. Et là, il n'y a pas de reprise. En cas de thrombose, bien sûr, il y a un AVC. D'accord? Là, s'il y a une reprise, ça veut dire qu'on a seulement une sténose. Donc, l'angiographie, elle nous permet de montrer les malformations vasculaires, sténose, thrombose, etc., avec plus de détails, bien sûr, que l'IRM. Le Doppler, toujours dans l'exploration des vaisseaux.
On a aussi le Doppler. Le Doppler, il peut être extracrânien ou intracrânien. Alors, les vaisseaux sanguins, on a les vaisseaux, si vous voulez, la circulation cérébrale, elle est assurée par quoi? Surtout par la carotide interne, qui est un gros vaisseau au niveau du cou, qui va venir, donc, arriver au niveau du cerveau, elle va se diviser en ces branches qui vont vasculariser le cerveau. Et vous avez en arrière le système vertébro-basilaire, d'accord, qui va irriguer la partie postérieure, le tronc cérébral, le lobe occipital, etc. D'accord? Donc, on peut faire uniquement le Doppler, ne pas aller jusqu'à l'angiographie. D'accord? Le Doppler, c'est comme une échographie, avec une sonde qu'on fait passer comme ça, le long du cou, le long de la carotide, ou bien des artères vertébrales, et on voit si les vaisseaux sont bouchés. On peut même faire un Doppler des vaisseaux intracrâniens, donc le Doppler intracrânien. D'accord? Et on voit si les vaisseaux sont bouchés sans, si vous voulez, pénétrer à l'intérieur. D'accord? Avec seulement des sondes. Regardez comment il fait, voilà. Il fait passer la sonde le long de la carotide, ou bien des artères vertébrales, et ici on voit, regardez ici, les vaisseaux avec le sang qui circule, et on voit s'il y a une sténose ou bien une thrombose. On ne voit pas les malformations vasculaires sur le Doppler. Le Doppler, on le demande quand? C'est quand on a un AVC ischémique, ou bien chez les personnes qui risquent de boucher leur cerveau. Quelles sont ces personnes? Les diabétiques, les cardiaques, d'accord? Les personnes qui risquent de boucher leur cerveau, il faut de temps en temps leur faire un Doppler. Que ce soit le Doppler des vaisseaux cérébraux ou bien même les Doppler des membres inférieurs. Vous savez que les diabétiques, ils bougent souvent leurs vaisseaux, risquent de faire des problèmes au niveau des pieds, etc. Donc, de temps en temps, demandez un Doppler pour voir s'il y a sténose, s'il risque d'y avoir une thrombose, etc. D'accord? Il montre seulement ça, il ne va pas montrer les malformations vasculaires. Maintenant, donc, on a vu les explorations donc, du parenchyme, des vaisseaux. Maintenant, tout ce qui est périphérique. On termine donc par tout ce qui est périphérique. Périphérique, c'est-à-dire le nerf, le muscle, d'accord? Donc, les nerfs et les muscles, c'est le système nerveux périphérique, d'accord? Et alors, pour cela, l'examen le plus important, en fait, c'est l'EMG. On va commencer par les potentiels évoqués. Les potentiels évoqués, en fait, on les fait presque plus, ils ne sont plus demandés. Pourquoi? Les potentiels évoqués, c'est quoi? Ce sont des examens qu'on demande si on a des lésions infracliniques. C'est-à-dire, vous suspectez, le malade, il a il se plaint de certains signes, vous l'examinez, il n'y a rien, vous suspectez une maladie, faites les potentiels évoqués. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Ils vont nous montrer des lésions infracliniques, c'est-à-dire qu'ils ne nous apparaissent pas comme ça à la clinique. Vous examinez, vous faites ce que vous voulez, l'examen normal, neurologique, il est normal. Mais si vous faites les potentiels évoqués, vous risquez de trouver des lésions donc infracliniques qui vont vous orienter vers tel ou tel diagnostic. D'accord? Maintenant, ils sont un peu abandonnés. Pourquoi? Avant, on les faisait parce qu'on n'avait pas l'IRM. On n'avait pas certains examens très approfondis. Maintenant, avec l'apparition d'appareillages plus sophistiqués comme l'IRM, on ne les fait plus. Par exemple, pour la sclérose en plaques, avant, on faisait des potentiels évoqués. Pourquoi? Pour rechercher certains signes. Les potentiels évoqués visuels, même si le malade il n'a pas de baisse de l'acuité visuelle, si on fait un potentiel évoqué visuel, il peut nous montrer qu'il y a des lésions, mais qui ne sont pas encore apparentes. Et donc, ça nous oriente vers la sclérose en plaques. Maintenant, avec l'IRM, c'est fini. On fait l'IRM et on va les plaques. Ça, on le faisait avant l'apparition de l'IRM. Maintenant, avec l'IRM, on n'a plus besoin de potentiel évoqué. Mais je voulais seulement vous parler de ça, parce que c'est sûr que vous allez
C'est-à-dire que certaines spécialités demandent encore, comme par exemple l'ORL, ils demandent les potentiels évoqués auditifs. Ils suspectent une baisse de l'acuité auditive, ils ne savent pas si c'est d'origine ORL ou d'origine neurologique. Il faut les potentiels évoqués auditifs. S'ils sont perturbés, ça veut dire que cette baisse de l'acuité auditive est d'origine neurologique, elle n'est pas d'origine ORL. Même chose en ophtalmo. Des fois, ils demandent les potentiels évoqués visuels pour voir si l'atteinte de la baisse de l'acuité visuelle est d'origine neurologique ou elle est d'origine ophtalmologique. Donc, il y a ces deux spécialités qui continuent à demander les potentiels évoqués. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est sûr que vous allez entendre parler de cet examen. Sachez que c'est des examens qui permettent de rechercher des lésions infracliniques. D'accord? Voilà comment on les fait. Bon, vous avez le potentiel évoqué visuel. On place les électrodes ici, au niveau du cortex occipital, parce que c'est le cortex occipital, le lobe occipital qui est responsable de la vision. Donc, pour voir si l'atteinte elle est corticale ou bien elle est ophtalmologique. Le potentiel évoqué auditif, on place un casque comme ça, et on recueille l'activité électrique ici, et les potentiels évoqués des nerfs périphériques, qui est abandonné. L'électromyogramme, ça c'est un examen important. L'électromyogramme, c'est quoi ça? C'est comme l'EEG, mais il nous permet de recueillir l'activité électrique du nerf périphérique, pas du cerveau, du nerf périphérique ou bien du muscle. D'accord? L'électromyographie. Alors, pour faire ça, comment on fait? Vous avez le malade, vous n'avez pas un cours après. Il n'y a pas un cours après. Ah, il y a quelqu'un qui attend. Encore, on a encore du temps. On a du temps encore. C'est bon. Donc, je termine de toute façon. Donc, l'EMG, regardez bien, l'EMG, il permet de recueillir l'activité électrique donc du nerf ou du muscle. Comment on fait? Même chose, on a un écran et on stimule le nerf ou le muscle. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? On va recueillir l'activité au repos. Qu'est-ce qu'on fait? On met une électrode, soit une électrode aiguille. On peut utiliser une aiguille qu'on enfonce dans le muscle. Soit maintenant, il y a les patchs qui vont recueillir l'activité électrique. Les électrodes sous forme de patch. Qu'on met sur le muscle, ils vont recueillir l'activité électrique du muscle. Donc, et là, on va voir d'abord au repos. Si par exemple, je vais examiner ce muscle-là, de l'éminence ténor, ce muscle-là, d'accord? Je mets mon aiguille ou bien mon patch ici et je vois sur l'écran. Normalement, je n'ai rien du tout. Je n'ai aucun potentiel d'action. Pourquoi? Il n'y a pas de mouvement. Je n'ai pas de potentiel d'action. D'accord? Maintenant, si j'ai des potentiels d'action, ça veut dire qu'il y a une maladie neurologique ou bien musculaire. D'accord? Je peux avoir ce qu'on appelle des potentiels de fibrillation, de fasciculation, tout ça. Ça veut dire que j'ai une maladie. Donc, au repos, je ne dois avoir rien du tout. Après, je demande au malade de faire un mouvement. Ici, je suis en train d'examiner le muscle opposant du pouce. Donc, je vais lui dire au malade de faire ça. Quand il fait le mouvement, à ce moment-là, commencent à apparaître des potentiels d'action que je vais interpréter pour voir si le tracé est de type neurogène, donc c'est le nerf qui est touché, ou si le tracé est de type myogène, donc c'est le muscle qui est touché. D'accord? Voilà le principe de l'EMG. On peut avoir aussi une atteinte de la région entre le nerf et le muscle, ce qu'on appelle la plaque motrice. Très bien. Donc je peux avoir une atteinte, ça aussi, il y a une activité électrique qui est spécifique à ça. On a une activité électrique spécifique au neurogène, une activité électrique spécifique au myogène, une activité électrique spécifique à l'atteinte de la plaque motrice, la région entre nerf et muscle.
Alors, quelles sont les indications? Bien sûr, toutes les atteintes neurogènes périphériques, des nerfs périphériques, toutes les atteintes du muscle, ou bien la myasthénie, ce qu'on appelle, c'est l'atteinte de la plaque motrice. Ça donne une maladie qu'on appelle la myasthénie, que vous allez voir plus tard. Voilà comment on fait. Donc on place une aiguille ici, ou bien un patch ici, on recueille l'activité ici qu'on va interpréter. Maintenant, si c'est une atteinte, ça c'est l'EMG de détection. C'est de détection. C'est-à-dire, je place l'aiguille au patch et j'essaie de détecter une activité, des potentiels d'action que je vais interpréter. Donc, au repos et à l'activité. Maintenant, si j'ai une atteinte neurogène du nerf, au moment de la détection, je trouve un syndrome neurogène. Je peux calculer, si vous voulez, la vitesse de conduction de l'influx nerveux. C'est l'EMG de stimulo-détection. C'est-à-dire, je stimule un point du nerf, par exemple ici. Je stimule un point ici. J'ai la distance entre les deux, par exemple 10 cm, comme ça, je sais qu'il y a la distance. Et je calcule la vitesse. C'est la première, si vous voulez, potentiel, moins deuxième potentiel sur la distance, et je vais avoir la vitesse en mètres par seconde. Si la vitesse, regardez bien, si la vitesse est normale, bon, je fais un tracé, au moment de la détection, j'ai un neurogène. Mais si la vitesse, je fais une détection, si la vitesse est diminuée, ça veut dire que c'est les fibres, alors non seulement c'est neurogène, mais c'est le neurogène myélinisé qui est touché. Si c'est normal, si les vitesses normales, c'est neurogène, mais c'est les fibres qui ne sont pas myélinisées. Il y a des fibres, vous savez, dans notre système nerveux, vous avez des fibres myélinisées et vous avez des fibres amyéliniques, sans myéline. D'accord? Si vous suspectez une maladie, il faut voir si c'est une maladie qui touche les fibres myélinisées ou pas, en calculant cette vitesse. Si elle est normale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les fibres non myéliniques qui sont touchées. Si elle est anormale, ça veut dire que c'est les fibres myélinisées qui sont touchées, le flux va avec une vitesse diminuée, et donc c'est une maladie des fibres myélinisées. Voilà, elle est en train de stimuler ici. Elle stimule par exemple ici, ou bien en haut, et elle calcule la vitesse sur la distance entre ces deux points. Voilà, même chose pour même le membre inférieur, on fait la même chose. Alors, le tracé normal de l'EMG, voilà un tracé normal. On obtient ses potentiels d'action, c'est un tracé normal. Un tracé neurogène, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une atteinte des nerfs, pas des muscles, des nerfs. Le tracé neurogène, il est dit pauvre. Le tracé myogène, il est dit riche. Pauvre en quoi? Pauvre en potentiel d'action. D'accord? Donc, regardez le tracé neurogène par rapport au normal. Regardez, potentiel, puis il n'y a rien. Potentiel, puis il n'y a rien, etc. Ça, c'est typique d'un tracé neurogène. C'est le nerf qui est malade. Donc, il faut vous orienter vers les maladies des nerfs, pas vers les maladies musculaires. D'accord? Par exemple, quelqu'un fait un déficit d'un membre, vous faites un EMG, vous n'êtes pas sûr si c'est le muscle qui est touché ou le nerf, faites un EMG. Si vous avez un tracé pauvre, c'est neurogène. Si vous avez un tracé riche, c'est myogène. D'accord? Voilà le myogène, regardez, il est riche par rapport au neurogène, il est riche. D'accord? En plus, regardez le myogène, son amplitude est diminuée. Il est riche et diminué. Et le neurogène, regardez, son amplitude, il est pauvre en potentiel, mais les potentiels sont d'une amplitude élevée. Voilà, tracé neurogène, myogène. Et je termine donc par la biopsie musculaire. La biopsie, toujours dans le périphérique, on fait soit l'EMG, soit la biopsie. La biopsie, c'est quand vous suspectez une maladie musculaire. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller tirer un petit bout de muscle qu'on va analyser.
pour voir quel type de maladie musculaire présente ce malade. D'accord? Alors, on peut soit faire deux choses, soit envoyer une sorte de cathéter qui va prendre un petit bout de muscle et on va le retirer sans ouvrir, ou bien carrément ouvrir tous les plans, aller jusqu'au niveau du muscle, couper un petit bout de muscle et le recueillir après une suture et on va analyser ce muscle. Ça dépend de la maladie. D'accord? Donc voilà, on va l'analyser. Regardez comment on fait. Soit on utilise cette aiguille-là qui va aller jusqu'au niveau du muscle, nous couper un petit bout de muscle et on retire, c'est tout. Soit carrément on ouvre jusqu'au niveau du muscle, on va aller jusqu'au niveau du muscle, on coupe un petit bout, après on suture. Et on fait la biopsie musculaire en cas de maladie musculaire. On analyse ce muscle pour voir surtout si c'est des maladies génétiques. Parce qu'il y a beaucoup de maladies musculaires qui sont génétiques. Et génétiques, il y a plusieurs types de maladies musculaires génétiques. Donc on analyse ce bout de muscle pour voir quelle est l'enzyme musculaire qui est responsable de cette maladie. En gros, voilà ce qu'on fait avec la biopsie musculaire. Voilà, je vous remercie.